C'est l'heure du sonneur. Et pour notre sonneur, on revient avec nos deux amis police-justice. Alexandre Langlois, bonjour. Bonjour Clémence. Alors vous êtes, je le rappelle, chroniqueur police chez nous et police-justice, je pourrais dire, mais plutôt côté police vous, et auteur de ce dernier ouvrage Essayer la démocratie au bal masqué de la Macronie, édition Talma. Bonjour Régis. Bonjour Clémence. Régis que nous avions vu hier pour un tout autre sujet. Je rappelle aussi, avocat à la Cour, auteur du blog Vue de droit et de cet ouvrage Une justice politique aux éditions L'Artilleur. Alors pour commencer, je vous propose qu'on aborde le sujet de la guerre en Ukraine évidemment. Alors Emmanuel Macron le répète régulièrement, on doit passer en économie de guerre pour soutenir l'Ukraine. La France a un rendez-vous avec son industrie de la défense, nous a-t-il dit. Il a aussi dit qu'il n'excluait pas d'envoyer des troupes sur le front. Eh bien, les dernières nouvelles de ce côté, Sébastien Lecornu, ministre des Armées, a annoncé ce mardi lors d'une conférence de presse que lui, il n'excluait pas de réquisitionner des personnels, je dis bien, des stocks ou des outils de production pour satisfaire ses besoins militaires. Je vous propose d'écouter cet extrait. Quand il arrivera. C'est certainement pas une menace, puisque depuis 2 ans, les choses avancent dans quelque chose qui est vraiment très unanimement partagé par les différents représentants de l'industrie de défense. Mais au moment où nous sommes, y compris de la situation sur la ligne de front en Ukraine, vous comprendrez bien que personne ne pourrait comprendre précisément que le ministre des Armées ne fasse pas jouer ses pouvoirs de police pour augmenter, le cas échéant, les productions de missiles Aster ou de buts 155 mm. Donc ces questions de réquisition et de pouvoirs de police sont évidemment clairement sur la table au moment où je vous parle. Voilà, réquisition, pouvoir de police, je trouve ça intéressant. Et derrière, donc hier, le ministre de l'Industrie, Roland Lescure, sur France Info, lui, est revenu sur ces réquisitions. Il explique avec quel fonctionnement, avec la loi de programmation militaire, c'est justement ce qu'on développait ici, sur Tocsin. Je vous propose d'écouter cet extrait. Alors, on ne va pas transformer des machines à laver en chars d'assaut, ça je pense qu'on n'ira pas jusque-là, mais ce qui est vrai, c'est que dans la loi de programmation militaire, on a voté une disposition qui fait que si on a besoin, notamment pour des fournisseurs, de prioriser la production qui va dans des appareils militaires à de la production qui va dans un appareil civil, on peut le faire. Et on en a besoin. Aujourd'hui, on en a besoin. Et on peut même aller jusqu'à procéder à des confiscations. Des confiscations, c'est ça le mot qui est un petit peu coupé mais qui était important, c'est d'ailleurs pour ça que je voulais qu'on aille jusqu'à là. Alors voilà, on a quand même là réquisition, confiscation, retour du pouvoir de la police, du ministre des Armées. Ça pose beaucoup de questions quand même, on arrive à un sujet important qu'on avait déjà abordé ici, sur justement cette loi de programmation militaire et son extension possible ou son utilisation possible à des fins qui ne seraient pas forcément de défense de notre pays. Voilà les questions qui se posent et je voulais vous poser un premier, Alexandre Langlois. Malheureusement, on est un peu des Cassandres, c'est-à-dire qu'on annonce les choses et puis après elles se produisent alors que personne ne croit au début. Effectivement, une loi qui permet de réquisitionner tout ce qu'on veut quand il y a un danger, donc un danger qui est défini par le pouvoir en place, pas forcément effectivement pour défendre le territoire national, mais pour aller faire les foufous à l'autre bout du monde, pour un virus, pour n'importe quoi. En fait, dès qu'il y a un danger, on pourrait réquisitionner tout ce qu'on veut. Donc là, on est en train de commencer petit à petit à mettre la première pièce dans la machine pour l'utiliser, parce qu'une loi, quand ils se préparent un petit gadget, ils sont toujours très contents de l'utiliser après. Donc là, c'est de se dire, on va commencer par réquisitionner les entreprises militaires, plutôt que de se dire on va les payer, on va prioriser les budgets. Non, on va plutôt d'abord réquisitionner la force, toujours la force, la contrainte, toujours un mode d'emploi de ce gouvernement. Et je rappelle donc que pour tous les auditeurs, que de la phase suivante, c'est réquisitionner les gens. Voilà, en disant vous allez venir vous battre, vous allez venir faire dans les usines, vous allez venir faire des choses que vous n'avez pas envie de faire contre votre volonté, parce qu'on a décidé. Bien sûr, ici, on oublie tout ce côté explication, on oublie tout le côté volontariste, on fait de la contrainte, ce que fait ce gouvernement depuis le début. Donc en fait, malheureusement, je suis assez déçu qu'on ait eu raison, mais quand on se fait une loi comme ça, on ne pouvait aboutir qu'à ça. Et pour moi, c'est que la première étape, avant que ça touche les gens personnellement. Ils font des tests. Si ça passe, on continue. Ouais, surtout que cette loi de programmation militaire a une notion assez large de la menace contre le pays, et c'est ça qui est inquiétant, c'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, on peut réquisitionner du personnel ou demander à réquisitionner des personnes contre une menace qui n'est pas encore forcément très précise. Et finalement, si vous refusez cette réquisition, là, vous pouvez, ce qu'on avait expliqué ici sur Tocsin, vous pouvez être arrêté, vous pouvez être condamné, vous pouvez payer des amendes. Donc ça peut vraiment tourner mal pour finalement des résistants au gouvernement actuel. Régis de Castelnau.
C'est du théâtre, c'est le simulacre. On nous dit le ministre de la Défense, le cornu ministre de la Défense, c'est un pitre. Ah oui, je vais réquisitionner, on va lancer de l'industrie militaire avec quel argent? Le pitre qui nous sert de ministre de l'économie vient de s'apercevoir au bout de 7 ans qu'il n'y avait plus d'argent dans les caisses. Mm. Tout ça pour que Monsieur le Président de la République aille, entre deux selfies au Brésil, faire le kéké en partant en guerre contre la Russie. Mais enfin, quand est-ce qu'on va être débarrassé de ce théâtre? Enfin, moi, je supporte assez mal. Alors, sur le fond, Oui. le problème, la défense nationale, oui, ben, c'est normal. La défense nationale, on peut réquisitionner si le pays est attaqué. Mais là, on a mis une notion de danger qui est complètement arbitraire et qui est à la disposition d'un pouvoir détesté. Hein, hier, enfin pas hier, non, je l'ai regardé hier, mais il y avait Luc Rouban qui venait dire le président de la République est le dirigeant le plus détesté de l'histoire de France. Alors, je sais pas, c'est peut-être un peu excessif, mais voilà, un pouvoir minoritaire qui dit on va aller faire la guerre alors que 70% des Français ne veulent rien entendre. Donc, ces lois sont des lois de coercition, les lois de maintien d'un pouvoir. C'est comme quand monsieur Thierry Breton veut interdire l'expression libre sur les réseaux parce qu'il y a des appels à la révolte. Non, mais ce qui est également une violation de la Déclaration des droits de l'homme. Mais non, mais ce pouvoir est dangereux. Oui, Il est dangereux, par son incompétence, deux, par son goût de l'autoritarisme et de l'arbitraire. Oui, parce que Régis, au départ, quand vous disiez ce sont des pitres, c'est un simulacre, je suis d'accord, sauf que ce sont des pitres dangereux. C'est ça qui est un peu inquiétant, hein, des clowns dangereux, parce que là, avec leur clownerie, non seulement on peut, alors je sais que vous considérez qu'on est déjà dans une guerre mondiale, mais on peut vraiment, nous, en tout cas, être entraînés dans la guerre, nous, Français, concrètement sur le terrain. Et ensuite, donc une guerre qui n'est pas la nôtre, au passage. Et ensuite... Attendez, Clément, je crois que c'est pire que ça. On n'ira pas, on va en parler peut-être, on n'ira pas en Ukraine, c'est ridicule. On va pas envoyer 2000 gars se faire massacrer. Les Américains, les Américains ont dit non. Les Espagnols ont dit, le ministre des Affaires étrangères espagnol dit, moi, je ne connais aucun pays qui va y aller. Nous n'irons pas. Nous, Espagnols, et je ne connais... Donc, il faut être sérieux. Non, je crois que c'est pire que ça. C'est-à-dire que ce pouvoir, pour perdurer, va essayer d'utiliser ce genre de coercition. Lorsqu'il fait adopter ces textes, on se dit, bon, défense nationale, on comprend, il y a des choses à faire, la réquisition, c'est normal, la mise au service de la défense de la nation, de l'industrie, c'est également normal. Mais là, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit que M. Macron veut se défendre. Il est, paraît-il, nous dit Marianne, complètement parano. Oui. Il est en permanence, et on le voit bien. C'est pour ça qu'il porte des costumes trois pièces maintenant, parce que ça lui permet de cacher son gilet pare-balles. Je veux dire, c'est de ça qu'il s'agit. Oui. Nous envoyer, nous battre, avec quoi? Avec 20 000 hommes? Et puis l'industrie de guerre, à la fin de l'année, on fera 4 000 obus par mois, c'est une demi-heure sur le front. Oui. Je suis d'accord. Donc, ce que vous considérez, c'est que ce sont des manipulations du vent, du mouvement, pour finalement combattre le véritable ennemi d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire l'ennemi de l'intérieur, c'est-à-dire les résistants. Oui. Le peuple français, oui. D'accord. Je pense rebondir. Oui, allez-y, oui, Alexandre. Oui, pour rebondir, c'est ce qu'on a vu depuis le début du règne d'Emmanuel Macron. On peut appeler ça un règne, hein. Maintenant, c'est pas vraiment un président. Il a toujours lutté contre, en France, les Gilets jaunes. Il les a massacrés. Il a ensuite inventé toute une procédure autour du Covid très liberticide pour contrôler la population. Je rappelle déjà qu'à l'époque, on était en guerre. Hein, donc, du coup, maintenant, il nous parle encore de guerre. Donc, il aime bien le mot guerre. Il aime bien faire peur. On est donc, toujours en guerre depuis le début avec lui. Hein. Donc voilà, donc c'est le président qui aurait été en guerre tous ses mandats. Et donc pour défendre des valeurs en disant c'est les valeurs de la France, les valeurs de la... Je rappelle juste quelqu'un qui m'a dit ça sur les réseaux, je trouvais ça assez drôle. Effectivement, Poutine a été élu avec 87% en Russie, donc plébiscite, tout ça. Mais en tout cas, il y a une apparence de démocratie. En France, on a quelqu'un qui dirige notre pays de façon comme un autocrate totalitaire, élu avec 25% des voix.
Donc je veux dire, qu'est-ce qui est le pire? Réfléchissons. Nous, ils se cachent même plus de dire la démocratie, poubelle. Voilà, c'est quelqu'un qui a été élu avec 25% des voix et Dieu sur terre en France. Donc voilà, et donc pour régner, ça ne marche pas. Du coup, contrainte, peur, terroriser les gens, contrôle de la population. Et il fait tout, il se sert de tous les prétextes. La guerre en Ukraine, les JO, etc. Le but du jeu, toute sa mainmise est faite, toute sa politique est faite pour contrôler et lutter contre les ennemis de l'intérieur. Et je vous rappelle que la colombe Emmanuel Macron, quand elle a été élue en 2017, faisait toute sa campagne sur l'idée que moi, je représente la paix. Si c'est Oui. l'affreuse Marine Le Pen, c'est la guerre partout. Enfin, d'ailleurs, comme on avait fait pour Donald Trump, en fait. Hein. Oui, il avait dit moi ou le chaos. Finalement, on a lui et le chaos. Voilà, Oui, c'est pour résumer, hein. ça. Non, pire oui, que ça, oui. pire que ça, il avait dit, et puis tous ceux qui l'ont soutenu, faut rappeler, Mélenchon en tête, qui est allé disant oui, nos passaranes, les fascistes arrivent, etc. Vous savez, on porte son antifascisme comme un signe extérieur de richesse. Hein, ça va être ceci, vous allez voir, c'est horrible. Moyennant quoi, vous avez vu ce qu'on a? Oui. Vous avez vu ce qu'on a en matière de respect des principes, de respect des libertés publiques. On a un pouvoir qui est en voie de fascisation. Je ne suis pas le seul à le dire. Hein, Alors, oui, vas-y. Non, j'allais dire, pour te donner raison, j'ai vécu ça dans mon petit village à côté, où Emmanuel Macron a fait du forcing pour faire appliquer en France une loi fasciste. C'est-à-dire une loi qui a été votée sous Mussolini. Et cette loi, c'était pas n'importe laquelle. C'était la loi qui disait quand vous êtes quelque part sur une manifestation, si la manifestation dérape, vous êtes tous responsables. La Ah oui. responsabilité collective. Et donc ça, c'était une loi de Mussolini. Il s'est battu parce que quelqu'un à côté de chez moi avait été participé à une manifestation en Italie qui a dégénéré. Il y a des vidéos, tout ça pour lui. Il a rien fait. N'empêche qu'il a fait pression sur le parquet pour qu'il demande qu'il soit justement extradé vers l'Italie et que cette loi se fasse appliquer au niveau européen. Donc, on peut avoir un débat sur qui est fasciste. Les lois de Mussolini sont fascistes. Mussolini, Macron s'est battu pour que cette loi s'applique en France. Donc, les fascistes sont déjà au pouvoir par transition assez rapide. Oui, on pourrait faire d'ailleurs un débat sur quel est votre fasciste préféré entre Emmanuel Macron et Mussolini. Mais bon, ça, c'est encore un autre débat. Mais alors, on continue un peu. Bon, il y avait beaucoup de choses à dire, évidemment, sur ces questions-là. Les manifestations, les casseroles interdites désormais quand Emmanuel Macron se promène quelque part à l'avance. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses, c'est sûr, sur cette interdiction, ces libertés restreintes au passage d'Emmanuel Macron. Je continue juste sur la guerre, puisque j'essaye de tenir une thématique aujourd'hui pour rassembler nos sujets. Un autre sujet que je trouve quand même important, mais surtout très révélateur, c'est un article de Politico, quand même, qui est un excellent site, qui date du 18 mars 2024. Donc les soldats européens continuent de quitter finalement l'armée. Je fais la traduction parce que c'est en anglais. Justement au moment où l'OTAN a besoin d'eux. Voilà l'article de Politico et qui explique que le ministre français des Armées, donc Sébastien Lecornu, a dévoilé la semaine du 18 mars son plan pour mettre fin à l'augmentation des départs dans l'armée française. Donc gros départ, grosse levée finalement de front dans l'armée française. Et Sébastien Lecornu explique qu'il ne s'agit plus tant de recruter de nouveaux soldats que de réussir à persuader les troupes existantes de ne pas démissionner. Et alors là, Lecornu précise également, ces conversations existent désormais dans toutes les capitales, dans toutes les démocraties qui disposent d'armées professionnelles sans conscription. Voilà ce qu'on explique donc dans Politico, parole rapportée de Sébastien Lecornu. Alors après, Politico souligne que c'est un problème en effet européen, qu'il n'y a pas qu'en France que les soldats démissionnent. Mais c'est vrai que là, il y a un véritable problème aussi peut-être de perte de sens, ou peut-être que c'est le fait des armées professionnelles. Je ne sais pas, je vais peut-être plutôt me tourner du côté d'Alexandre Langlois sur cette question, parce que vous connaissez bien le problème du côté policier, en tout cas. Policiers et puis gendarmes qui sont aussi militaires pour avoir Oui. travaillé avec les gendarmes. Et puis j'ai plein de gens qui sont militaires dans mon entourage. Oui, donc en fait, il y a plusieurs choses. Déjà, c'est pas un problème j'ai vu sur les réseaux sociaux et je tiens à rétablir la vérité sur ça. Il y a beaucoup de gens qui ont dit les gens s'en vont de l'armée parce qu'il y a la guerre. Non, les gens s'en vont de l'armée depuis des années en France. Ça fait des désertions, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, malheureusement ce mot est toujours d'actualité en paix, désertion. Et ça date depuis au moins 2017, les articles que j'ai retrouvés, les plus récents, il y en a encore. Donc ça veut dire que c'est un problème de fond, c'est pas un problème juste en se disant on a peur d'aller à la guerre, on a bien profité avant. Non, il y a un problème. Le fait que les gens s'engagent souvent soit parce qu'ils savent pas où aller, soit Alors, parce qu'ils pardon, veulent je fais défendre. juste une précision, parce que là, j'ai des informations selon le site Politico, qu'en France, selon les données officielles, les militaires restent en moyenne dans les forces armées pendant 1 an, c'est-à-dire quand même moins qu'avant le déclenchement du conflit militaire. Avant, on restait un petit peu plus. On démissionnait, mais on restait plus longtemps.
Il restait 2-3 ans, effectivement, il y a quelques années. Mais ce que je veux dire, c'est que le problème, mais les gens supportent moins. Mais je veux dire, c'est pas lié que au problème que la guerre peut Tout à avoir. fait. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres problèmes. Voilà, donc après, le côté, les gens s'engagent, comme j'avais fait d'ailleurs dans la police, pour défendre un pays, défendre des valeurs. Aujourd'hui, on est à défendre la Macronie. Hein, donc, c'est plus du tout la même chose et on voit qu'on est en train de défendre un pouvoir autoritaire qui est complètement à dérive. Donc, l'engagement pour les valeurs, il n'y a plus ça. Je rappelle également que l'armée avait eu un nouveau logiciel qui avait aussi une voie qui empêchait de payer les gens qui étaient en déplacement et qui étaient en opération. Il y a des militaires qui n'ont pas été payés. Donc, la grande muette, c'était pas sorti, mais au bout d'un moment, les gens ne pouvant plus manger, c'était sorti dans le canard enchaîné. Donc, au bout d'un moment, quand on envoie des gens sur le front, là, c'est en Afrique ou des terrains de guerre, on leur dit vous n'êtes pas payés, c'est compliqué. On leur dit en plus, vous vous taisez. Donc, en fait, il y a des problèmes. Et ensuite, il y a tous les problèmes qui sortent aujourd'hui avec des gens qui désertent, donc sont jugés par des tribunaux militaires. Une fois de plus, la contrainte. Je veux dire, il faudrait peut-être adapter les lois en disant comment on va vous motiver pour rester. Non, on ne va pas vous motiver, on va vous sanctionner, on va vous envoyer en prison. Il y en a qui ont pris des peines de prison avec sursis récemment, d'autres des peines de prison ferme de quelques mois. Des peines Voilà, de prison parce qu'ils souhaitaient démissionner. parce qu'ils étaient partis. Mm. Parce qu'on ne peut pas démissionner. On peut démissionner dans les 6 premiers mois. Ouais. Et après, on est engagé pour la durée de son contrat. Et ceux qui s'en vont, qui disent moi je m'en vais, on leur dit c'est impossible. Vous ne pouvez pas. Si vous le faites, c'est la prison. Donc autant vous dire que les gens vont être très motivés. Donc là, on est à étape 1. Et s'ils continuent comme ça, on va avoir des gens qui vont être sous la contrainte, avec des armes, et qui vont peut-être finir par aller faire autre chose que de démissionner, aller dans la nature. Mais, Donc, pardon, mais on ne peut pas quitter du tout. Enfin, il y a bien des solutions. Mais Alors, solution, il n'y en a qu'une seule, c'est d'avoir un problème médical grave ou une raison exceptionnelle. Mais et si vous faites une formation pour partir dans le privé, vous pouvez pas si on vous retient. Si on ne veut pas que vous partiez. C'est non. C'est non. Il n'y a même pas de possibilité. Dans la fonction publique, on présente sa démission qui doit être acceptée. Dans l'armée, ce n'est même pas possible. C'est non. Voilà, ce n'est même pas possible. C'est tribunal militaire. Et là, il y a des peines de prison qui tombent avec des problèmes internes en disant les militaires sont déployés pour Vigipirate, avec des problèmes d'alcool, des problèmes de désœuvrement, des problèmes de plein de choses. Donc, en fait, des choses qui ne tiennent plus, des problèmes effectivement aussi, ils parlent de sévices, comment ça s'appelle, de bizutage. Donc, effectivement, ça, c'est toujours ce qui est extraordinaire, c'est ce qui ressort dans la presse. Mais c'est exactement sur ça qu'une fois de plus, le gouvernement va ne pas se pencher pour protéger tout le reste de l'armée et sa réputation. Et ils vont laisser dire, et ils vont laisser faire. Et la seule réponse qu'il y a, c'est cour martiale, tribunal militaire, contrainte. Donc voilà, donc en fait, une fois de plus, on n'est pas prêt. Et je rappelle que aussi le rapport de la Cour des comptes, pour nos petits chefs qui veulent aller faire la guerre, on n'a pas recruté le nombre de soldats nécessaires. Donc on parle des gens qui désertent, mais on a une carence de 2000. Et là, on est en train de se taper des affiches qui coûtent une fortune qu'on peut voir partout. Donc budget com, une fois de plus, incroyable, mais résultat zéro. Donc en fait, on est sur de la communication, de l'agitation, des gens qui viennent faire les malins, qui seront d'ailleurs jamais les premiers à aller au front, ce qui est bien dommage. Et on est sur ce système où contrainte une fois de plus. Et moi, ce qui m'inquiète sur l'étape suivante, c'est quand on contraint des gens à rester sur un endroit qu'ils ne veulent pas faire avec des armes, qu'est-ce qui va se passer après ? Plutôt que de dire qu'est-ce qu'on pourrait donner des valeurs, est-ce qu'on pourrait pas faire les choses. Donc moi, à la place d'Emmanuel Macron, je dirais aux gens, allez-y, partez, parce que c'est lui qui sera ciblé le premier. Oui. Non, mais c'est vrai que c'est inquiétant. Vous disiez 2000, on est passé à 3000 selon toujours cet article Politico. En 2023, les chiffres fin 2023, l'armée française a fini avec 3000 postes non pourvus, donc ça continue d'augmenter. Et c'est vrai que ça montre une ambiance générale. Et comme vous le dites, ces recrutements, ces affiches qu'on a tous vues de campagne de recrutement, qui me font un peu penser d'ailleurs au recrutement, et ça, on retombe sur ce que vous disiez, au recrutement par exemple des profs. On avait vu une petite vidéo sur TikTok, je sais plus quoi faire de ma vie, si je devenais prof, ça va être génial. Bon, et formation de prof en 3 jours, vous le savez, comme ça a été proposé. Enfin, voilà où on en est aujourd'hui pour des postes absolument fondateurs qui sont nos postes de défense, d'éducation, qui sont les piliers de la France. Donc ça pose quand même des questions. Oui. Juste sur ça, justement, c'est plus la défense. On n'a plus un ministère de la défense. Emmanuel Macron a rechangé. On est repassé à un ministère des armées. Donc, c'est pas exactement pareil. Déjà, la philosophie le curseur a changé. Emmanuel Macron n'utilise jamais les mots au hasard. Voilà. Il va peut-être l'appeler ministère de la guerre maintenant. Non, mais c'est la troisième étape, ça. C'est la troisième étape. Ou sous-secrétaire d'État à la guerre, qui était le poste qu'occupait De Gaulle dans le dernier gouvernement de Paul Reynaud. Bon, moi, ce que je voudrais ajouter, c'est que effectivement, il y a un problème général en Occident. Les États-Unis ont de gros problèmes pour recruter aussi. Ils n'ont plus l'armée de conscription. Je crois que la Suède l'a rétabli, mais enfin c'est minuscule, 12 millions d'habitants. Toutes les études montrent que les gens ne veulent plus aller se battre ou rentrer dans l'armée. Même en Russie, je veux dire, c'est pas si. Enfin,
ça n'a rien à voir avec chez nous, parce qu'il y a un rapport au pays, un patriotisme russe qui est très fort, et ils ont eu Sans aucun doute, il y a un problème. service militaire encore là-bas. Oui, oui, il y a service militaire, mais en plus, ils ont eu beaucoup de volontaires, beaucoup, à l'occasion de la guerre en Ukraine. Mais bon, c'est pas du tout la même situation en Asie. Et moi, ce qui me frappe là-dedans, c'est toujours, j'y reviens, le simulacre, quoi. On fait, oui, on va faire de la communication, Alexandre a raison et tout, mais attendez, c'est ridicule. Penchez-vous sur cette société, regardez comment elle fonctionne. Il y a un côté, et vous avez raison Clémence de parler des profs, maintenant les militaires, il y a un côté débandade dans le fonctionnement des pays occidentaux et de la France en particulier, qui est tragique, je dirais bien tragique. Et poursuivre les gens pour désertion, non mais attendez, désertion. Autre chose, faut pas oublier que si on veut avoir une armée combattante, là on dit on peut déployer 20 000 hommes, c'est qu'il faut, pour un combattant de première ligne, il faut 6 autres personnes derrière, pour la logistique, pour le ravitaillement, pour l'organisation, etc. Donc on n'a pas idée de ça, hein. On dit ah bon, on a 100 000 hommes. Non, 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 on a 20 000 hommes. Oui. On a 20 000 hommes capables d'aller combattre. La dernière des choses, c'est de les envoyer en Ukraine, hein, franchement. Oui, ça c'est sûr. Après, il y a peut-être une question, mais on quitte un peu notre sujet sur comment dire, l'Occident en général qui se ramollit. Enfin, vous avez dit que ça concerne aussi les Russes, donc ça c'est quand même aussi une autre question qui se ramollit. Et peut-être que aussi nos hommes enfin nos femmes d'ailleurs, parce que dans l'armée il y a aussi des femmes, ont moins envie d'aller se battre qu'avant, quoi. On n'a plus la même population. Mais aucune envie, Clémence, d'aller se battre. Les Russes, c'est autre chose. Les Russes, on leur dit, voilà, ils ont eu quelques traumatismes quand même. Hein. Ils ont eu des effondrements de leur État en 1991, 10 ans terribles. Ensuite, ils ont rebâti leur État. Et puis, ils ont une culture, une tradition. Quand je dis qu'ils ont des problèmes, ils n'ont pas tellement de problèmes, mais pour autant, l'envie d'aller se battre est moindre qu'elle ne fut dans le passé. Oui. Le problème, c'est de l'autre côté, de l'Occident. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Aux États-Unis, vous savez ce qui s'est passé ? Aux États-Unis, d'abord, il faut mettre l'accent sur l'inclusivité. Oui. Donc, on privilégie les transgenres, etc. On met à la tête de l'armée, des amiraux, le patron de la marine est une transgenre dont tout le monde a vu la photo, c'est un petit peu hallucinant. Bon. Et autre chose, par exemple, ils ont viré tous les militaires qui ne voulaient pas se faire vacciner. Et maintenant, ils leur disent revenez, ça y est, c'est passé, et ils refusent de revenir. Aux États-Unis ou en France ? En France aussi, ils étaient obligés de se vacciner. Aux États-Unis. Hein. En France aussi, ils étaient obligés de se vacciner. Hein. Donc, Oui, sauf que aux États-Unis, ils ont refusé. Donc, par dizaines de milliers, ils en ont foutu dehors. Et maintenant, ils voudraient bien qu'ils reviennent parce qu'ils avaient déjà fait de l'entraînement, ils étaient déjà intégrés à un système militaire, et il n'y a pas moyen. Les gens ne veulent pas revenir. Ouais. Donc, ça procède aussi d'une forme de folie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Une façon d'aborder les choses et qui est très, très présente dans le macronisme. On imagine le monde autrement qu'il est en réalité. C'est ce qu'Emmanuel Todd appelle le nihilisme, c'est-à-dire c'est le déni du réel. Oui, on pense qu'on peut montrer les muscles, même quand ce ne sont pas vraiment nos vrais muscles, finalement. À quoi pensez-vous ? Oui, Alexandre. Non, une chose sur le courage, etc., ou peut-être l'amollissement. Moi, je ne pense pas que c'est l'amollissement des personnes. Il y a beaucoup de gens qui sont prêts à résister, à se battre pour leurs idées. Mais il y a beaucoup de gens qui sont surtout pas prêts à se battre pour ce qui est devenu l'Occident. Qui est complètement, lui, en ruine. Je veux dire, aller se battre pour les intérêts des grandes entreprises françaises en Afrique. Mais qui veut le faire ? Personne. Qui veut aller se faire tuer en Ukraine pour que Macron puisse garder son pouvoir en France ? Personne. Donc, en fait, si les gens sont prêts à sacrifier leur vie, mais pour des vraies causes. Mais vous avez raison. On est sur des causes financières et l'amollissement de l'Occident, la perte de ses valeurs, la perte de ses repères, aller se faire trouer les peaux pour des oligarques français ou d'autres dans le monde, mais personne ne veut le faire. Moi, le premier, j'irai pas. Par contre, imaginons que demain la France soit envahie, je pense que dans la résistance locale, il y aura du monde. Donc revenons. Et en tout cas, c'est sûr, il y aura Alexandre Langlois. Mais non, mais Alexandre, je vous reconnais bien là, évidemment. Je sais bien que
dans ce sens-là, vous, que vous êtes engagé. Mais malgré tout, pardon, quand vous regardez aujourd'hui la population, même les lycéens qui sortent de l'école et qui sont tous collés à leur téléphone, qui ont un cerveau, enfin un téléphone à la place d'un cerveau, je suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup qui soient prêts à aller se battre. On ramollit avec les écrans, on ramollit avec notre mode de vie, on ramollit avec l'obésité, enfin on ramollit en général. Donc, C'est la décadence de l'Occident qui est la cause des problèmes. Parce que si jamais on avait encore une éducation digne de ce nom, mais qui n'est pas voulue par nos dirigeants, parce qu'ils veulent des foules malléables, là, ils ont juste leur tour de bâton, ils ont des foules malléables, mais qui veulent rien faire. Donc voilà, donc ils essayent de les avoir par Call of Duty et tout ce genre de jeu en disant ce sera pareil, aller faire la guerre, ce sera comme dans les jeux vidéo, ça marche pas non plus. Donc des fois qu'on est dirigé par des technocrates qui n'ont que leur intérêt en jeu et qui ne connaissent pas la réalité, voilà où on arrive dans des paradoxes où ils sont eux-mêmes mis, mais qui est un danger, une calamité pour toute la population. Parce que c'est bien une défaillance de l'Occident d'avoir créé cette société. On n'était pas comme ça il y a un siècle. Oui, tout à fait. Alors, on va changer de sujet quand même, parce qu'il y avait pas mal de sujets. Il y en a un, juste pour le plaisir, il faut que je vous fasse écouter Valérie Pécresse. Alors justement, parlons des JO. Gérald Darmanin, aujourd'hui, donc réunit la DGSI, donc Direction Générale de la Sécurité Intérieure, avec l'ensemble des acteurs du renseignement, une semaine après l'attentat qui a frappé Moscou, pour nous dire, voilà, je prends les choses en main. Nous allons, après être passés au plan vigilance supérieure, vous savez, alerte attentat, nous gérons les choses pour les JO. Mais bon, reste que l'alerte est très, très inquiétante côté des GSI, côté renseignements pour les JO. Et justement, en parlant de ces JO, plusieurs petites informations, toujours. La colère du maire d'Orléans face à l'arrivée des migrants. Hein. Le maire d'Orléans qui ne comprend pas qu'on lui livre par quart entier depuis à peu près un an des migrants pour faire place propre en fait à Place Nette, pour reprendre leur expression, à Paris et pour les JO. Donc ça, je vous propose d'écouter l'extrait de la colère et puis derrière, on écoute quand même Valérie Pécresse. Vous en faites pas, ça nous arrive aussi. Hein. Bah oui, Non, ça c'est pas le maire d'Orléans. Je ne sais pas si on va pouvoir le retrouver. Je demande à mon réalisateur. Je crois qu'on est en train de le retrouver. Le maire d'hiver droite d'Orléans, donc, qui dénonçait il y a peu de temps, je crois que c'est sur BFM, l'arrivée de migrants qui arrivaient par car chez lui. À peu près toutes les 3 semaines, nous avons un car qui vient de Paris, affrété par les services de l'État et qui les amène ici sur Orléans. C'est très choquant. Un dispositif mis en place depuis un an, mais pas officiellement lié au JO selon les autorités, avec l'objectif de désengorger en toute discrétion, selon certains élus, les hébergements d'urgence d'Île-de-France saturés, en transférant les migrants vers des centres régionaux, le temps d'examiner leur situation à Orléans, mais aussi dans 10 autres régions partout en France, comme dans le Grand Est. Voilà, donc ça c'est l'histoire du maire d'Orléans, donc, qui n'est pas le seul concerné, où on fait ce petit nettoyage, entre guillemets, évidemment. Hein. On enlève les migrants parce que ça ne fait pas propre pour l'affiche des JO. Et puis Valérie Pécresse, celle qui ne nous rassure pas vraiment d'ailleurs, présidente de la région Île-de-France, qui appelle les Franciliens à éviter les gares saturées, malgré tout le travail et toute l'intelligence qu'ils ont mis dans les sites, notamment pour mieux gérer ces gestions de transport. Je vous propose d'écouter ces extraits. Donc c'est vraiment pour miser sur l'intelligence collective. En tout cas, on a mis toute notre intelligence à nous dedans. Mais il y en avait si vous pas ne voulez beaucoup, pas en profiter, c'est un choix. Mais enfin, il y a beaucoup de travail derrière, comme vous l'imaginez. Alors, le plan de transport sur chaque site. Exemple, Stade de France. C'est important. Vous voyez qu'on a toutes les lignes de desserte et on vous donnera les distances à parcourir à pied. Là, c'est Paris-Ouest. Vous voyez bien le site. Et alors Paris-Ouest, c'est l'endroit où on aura le plus à marcher si on ne prend pas les navettes. C'est pour ça qu'on a mis les navettes. Mais il ne faut pas avoir peur de faire un peu de marche. C'est bon pour la santé. On est au mois d'août. On espère qu'on profitera aussi pour voir le bois de Boulogne. Voilà, là, je ne pouvais pas, évidemment, rater cet extrait qui est quand même... Alors d'abord, on apprend que Valérie Pécresse a mis toute son intelligence dans cette gestion de transport, donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Qu'il faut faire un petit peu de marche, malgré le fait que je crois quand même le coût du transport a doublé ou doublera pendant cette période. Donc c'est intéressant de savoir que les transports qu'on paye plus, qui sont déjà payés avant par les impôts, mais qu'on paye plus en plus à ce moment-là, eh bien, nous appellent quand même à faire de la marche pour éviter la saturation.
manifestations. Donc voilà, on est très rassurés par la mise au point de Valérie Pécresse pour les JO. Je vous propose, Régis de Castelnau, de commencer à réagir sur tous ces sujets en même temps, puisqu'on a perdu un peu de temps. Donc la DGSI, les sécurités, le maire d'Orléans et la place nette, entre guillemets, et Valérie Pécresse et sa mise à disposition de son site avec toute son intelligence. Allez, on commence par... non, ça va être une série de méchancetés. En ce qui concerne l'intervention de Serge Brouard, effectivement, non, c'est pas lié aux Jeux Olympiques, mais entendez, Emmanuel Macron en fait un événement important. Il passe son temps à parader. Toutes les semaines, on a une cérémonie aux Invalides. Tous les 15 jours, une entrée au Panthéon. Il est tout content. Et puis là, pour les Jeux, c'est pareil. Hein, il va vouloir parader. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut nettoyer parce que cette ville est infecte. Donc, on nettoie, on fait ce qu'a fait Mobutu pour le fameux match qui opposait Mohamed Ali à son challenger, je ne me rappelle plus son nom actuellement, à Kinshasa. Il avait nettoyé la ville avant que le match ne soit organisé, sauf que une grande partie des gens qui avaient été enlevés de Kinshasa, on les a jamais revus. Là, c'est autre chose, on les impose, parce qu'il faut savoir comment ça se passe. On les amène en province, ils sont hébergés 3 semaines dans des petits hôtels, et après, hop, on ne veut pas le savoir. Oui, mais ils reviennent en fait, en général. Oui. Ça, c'est la première observation sur là-dessus, quoi. Ensuite, la pauvre Valérie Pécresse, présidente de région, autorité organisatrice des transports en Île-de-France, 11 millions d'habitants, donc qui vient dire, écoutez, il y a des Jeux Olympiques, donc il va falloir marcher à pied. Mais pardon, quoi. Et puis surtout, le ton, la façon... vous savez qu'on a quand même failli l'avoir comme présidente de la République, puisqu'elle était le candidat choisi par une primaire de la droite. Il y a des gens qui avaient voté pour elle, et elle a fait la campagne dont vous vous rappelez, avec le résultat splendide qu'elle a eu. Et ça, je dirais, ça n'a eu aucune espèce de conséquence. C'est comme pour Anne Hidalgo. Au plan national, ils ont été ridiculisés, alors qu'elle dirige des collectivités locales qui sont celles de tous les Français. Paris n'est pas la ville de Madame Hidalgo. Paris, c'est la capitale de tous les Français. Et on la remet entre les mains d'un compétent narcissique. C'est affreux. La sécurité, ça c'est... et ça, je pense, Alexandre va nous en dire un mot. C'est pas le seul problème qu'il y aura pour les Jeux Olympiques. La façon dont toute cette affaire a été conçue, je rappelle qu'il n'y avait pas d'autres candidats que Paris, puisque plus personne ne veut les organiser, ces Jeux. On a décidé de les faire dans Paris. On les aurait fait en périphérie, avec des équipements, des choses comme ça, il y a ce qu'il faut. Non. La cérémonie d'ouverture qui est de la folie furieuse. Et malheureusement, avec ce qui s'est passé à Moscou, on s'aperçoit que le risque djihadiste est toujours présent. Et il va être d'autant plus présent chez nous. Moi, je vois 2 facteurs aggravants. Alexandre nous dira ce qu'il faut en penser. Le premier facteur aggravant, c'est qu'on a importé chez nous le conflit israélo-palestinien en prenant parti. Tout le dispositif institutionnel médiatique a pris parti pour un des 2 belligérants. Récemment à ce propos, on recevait récemment Jacques Beau, justement sur cette question de l'attentat, qui nous expliquait qu'en fait, les terroristes islamiques venaient frapper sur notre sol plutôt, depuis les interventions, l'ingérence, si vous voulez, occidentale, otanienne notamment, sur le sol des pays du Golfe et du Moyen-Orient. Mais absolument, c'est toujours articulé là. Mais en l'occurrence, cette prise de parti aussi spectaculaire pour Israël, le refus de condamner et de faire appliquer la dernière résolution de l'ONU qu'on a votée, je rappelle quand même, tout ça, je pense, constitue pour la communauté musulmane, je regrette qu'il y ait des communautés chez nous, mais c'est une réalité, ça constitue une humiliation quotidienne. Il faut aller voir sur le terrain ce que les gens... c'est pas pour ça qu'ils vont se jeter dans le terrorisme, mais ça génère des risques, ça c'est clair. Ensuite, je rappelle quand même que après l'affaire Naël, pendant presque 3 semaines, on n'a pas réussi à contrôler le territoire national. Alors on va aller faire la guerre aux Russes, mais on n'est même pas capable
de maîtriser l'espace public. Et donc, l'affaire du Stade de France, c'était pas comment dire, la question de sécurité, c'était pas un problème d'attentat, c'était des gens qui avaient fondu sur cet événement sportif pour piller. C'était du pillage, tout simplement, qu'on n'a pas été capable de prévoir, pas été capable de maîtriser. On a menti, on a raconté des histoires. Hein, le parquet a laissé effacer les cassettes de vidéosurveillance, etc. Donc moi, je suis extrêmement inquiet sur ces Jeux Olympiques. Ça peut pas se passer trop mal, mais je pense que aujourd'hui, et on parlait de difficultés de l'Occident, je pense qu'aujourd'hui, ce genre d'événements, les grandes villes qui ont déjà du mal à se gérer sont plus capables de les organiser. Alors, Alexandre Langlois, on reprend tous les sujets, et puis je pense qu'on va devoir conclure là-dessus parce que malheureusement, on a déjà dépassé notre temps. Sur l'organisation du renseignement pour les JO, il n'y a toujours pas la même chose. On rassemble tout le monde, on fait des grandes messes avec tous les responsables de différents services. Il n'y a aucune coordination derrière. Chaque service va vouloir faire son truc. Ou alors une usine à gaz avec, dès qu'il faut qu'une information remonte, il faut que ça passe tamponné par 10 personnes pour éviter que machin ou bidule soit vexé. Au final, on a pu voir en France que ça n'a pas marché. Je repense à l'histoire que j'avais vécue de Bataclan, ou même Samuel Paty plus récemment, où justement c'était un problème, où ils avaient fait une coordination nationale dirigée par M. Nunes, maintenant préfet de police. Donc on reprend les mêmes qui sont incompétents, on les met dans un nouveau poste et on continue comme avant. Donc point 1. Pour ce qui est de déplacer les migrants pour Paris, je rappelle, donc déjà à l'époque, ça avait même été jugé. C'était M. Estrosi qui faisait ça à Nice, qui enlevait les SDF pendant la période estivale, qui les envoyait à la montagne. Voilà, on lui avait dit qu'il n'avait pas le droit de le faire. Donc une fois de plus, en France, plutôt que de régler les problèmes, on les cache. On les dissimule ou on les déplace. Donc, une fois de plus, il y a des gens derrière, il y a des humains, voilà, et on peut se prendre des clowns une fois de plus. Donc, lamentable une fois de plus. Sur Madame Pécresse. Voilà, Madame Pécresse. Moi, c'est ce que disait Régis. On avait notre super trio gagnant qui était à l'élection présidentielle. On l'a à l'organisation des JO. Voilà, on se disait, c'est dommage, il y a un parti de gouvernement comme la droite qui fait pas n'importe quoi. Eh ben, ça y est, ils sont dans la course à la bêtise, comme Hidalgo et le PS et Macron au gouvernement. Oui. On continue. Toute leur intelligence, en plus, c'est même pas toute leur intelligence, pas que c'est de Madame Pécresse, mais de tout le conseil régional, donc incroyable pour ce qu'on arrive à dire. Et d'un point de vue sécurité, ça va être zéro, parce que déjà, ce qui est rigolo, c'est qu'une fois de plus, c'est des gens qui ont la classe à faire en taxi à Paris, qui nous disent comment il faut prendre des transports en commun. Oui. Je voudrais savoir quand la dernière fois Madame Pécresse ou quelqu'un du conseil régional a pris les transports en commun à heure de pointe, voilà, et sans pour une photo de la galerie en disant regardez, tout se passe bien. Donc voilà, donc ça c'est facile. La deuxième chose, c'est que ils marquent, j'ai regardé sa vidéo, ils disent voilà, faudra pas prendre telle station, faudra prendre celle d'après, parce que ce sera plus facile. Très bien, mais si le métro est blindé déjà, moi je le fais. Le métro le matin, je le prends. Quand il est plein, et on peut prendre à la station d'après, il est toujours plein en fait. Les gens descendent pas plus. Justement, il y a moins de monde parce qu'il n'y a pas de transit dans cette station. Donc en fait, on ne résout pas le problème. Ils sont une fois de plus, quand on gère que des chiffres statistiques, on est sur le déni de la réalité. Et enfin, comment ça va être géré ça ? Et du coup, derrière, c'est toujours ces attroupements de foule parce que les gens ne vont pas faire les choses. Comment ça va être géré ? On voit aujourd'hui dès qu'il y a un bagage abandonné, mais c'est le chaos sur tout le métro parisien. Donc là, il suffit qu'il y ait des plaisantins ou qu'il y ait des bagages abandonnés qui sont multipliés par le nombre de personnes qui sont multipliées. Ça va être un chaos sans nom. Donc effectivement, privilégier le vélo et la marche à pied, ou alors comme Madame Pécresse et leurs amis, prenez le taxi, ce sera plus simple. Oui, ouais, exactement. Sauf que c'est quand même du foutage de gueule parce que je rappelle que quand même ces passes Navigo etc. vont coûter beaucoup plus cher. Donc en plus, on a le droit de payer plus cher pour avoir un service divisé par deux, quoi, à peu près. Déjà qui fonctionnait pas bien, donc. Et puis, une fois de plus, on avait dit qu'il y aurait plein de nouvelles lignes de métro qui seraient ouvertes, de tout ça. Il y en a une qui sera finie, la fin de la ligne 14 qui sera poursuivie. Cocorico, on a sauvé le zéro. Ouais. C'est ça. Bon, merci beaucoup à vous deux. Je suis désolée, on avait plein d'autres sujets, mais ce sera pour la prochaine fois. Merci beaucoup, Alexandre Langlois. Merci.